organisé, mesdames et messieurs. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes donc avec Madame Yakari Soumaré de l'ONG Action, du docteur Khan Amadou Racine et de l'imam Abdoulaye Sarr. Nous parlons donc de la problématique des MGF ici en Mauritanie. Alors, avant d'arriver à vous, on va demander d'abord à Madame Yakari. Je vous remercie. Comme vous l'avez dit, les MGF, d'abord, c'est une problématique nationale. On peut dire que c'est un problème de santé publique même. Parce que à l'origine, en 2010, il y avait le mix qui nous disait que 72% des filles mauritaniennes étaient excisées. Donc, depuis ce moment, il y a eu une alerte, une mobilisation, surtout de la part de nos autorités, à travers la MASEF. Alors, dites-nous, docteur, les MGF en Mauritanie, la lutte est constante. Mais nous constatons effectivement que malgré cette lutte constante, non seulement du ministère des Pouvoirs publics, mais également des ONG, la chose est toujours là et présente. Parlons un peu des conséquences sanitaires que cela pourrait avoir sur non seulement la personne elle-même, et peut-être même sur son environnement direct. Les conséquences sanitaires des mutilations génitales féminines sont connues depuis très longtemps. Très bien. Et depuis longtemps aussi, les professionnels de santé ont attiré l'attention des autorités, des communautés et de ceux qui la pratiquent sur ces conséquences néfastes sur le plan médical qui peuvent aller des petits problèmes de morbidité, comme une anémie, comme une infection, jusqu'à des problèmes graves et jusqu'à menacer le pronostic vital, amener un décès suite à une hémorragie grave ou bien suite à une infection sévère. Donc, entre les deux intermédiaires, tout est possible. Toutes les infections, y compris le VIH et les autres infections, y compris les hémorragies graves, et y compris aussi certains troubles urinaires. Ça, c'est à un certain âge. Et à un âge avancé, au moment du mariage aussi, beaucoup de difficultés au moment du mariage, à cause de cicatrices douloureuses, scléreuses, et au moment de l'accouchement aussi. On n'a pas encore de chiffres en ce qui concerne les personnes qui sont décédées ou bien qui traînent des séquelles de l'excision sur le plan sanitaire. Pourquoi cela? Malheureusement, les chiffres n'existent pas. Mais au niveau international, il y a d'autres pays qui font des études, qui ont des chiffres. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné, c'est suite à une étude qui a été publiée dans une revue scientifique internationale, le Lancet. Donc, ça veut dire que... C'est une étude internationale qui a été publiée. Voilà. Le temps de revenir avec Mme Yakari. On parlait effectivement de la question des MGF. Donc, c'est important de montrer aux populations que... Voilà les conséquences. Parce qu'il y a une stratégie nationale, comme je le disais tantôt, pour la promotion de l'abandon des MGF. En réalité, depuis 2010, cette stratégie est mise en place grâce à l'important travail des personnels de santé, à travers une déclaration des professionnels de santé, et aussi une fatwa qui a été élaborée par nos érudits. Bon, je pense qu'ils en parleront tout à l'heure. Évidemment. Ça, c'est des documents clés qui nous ont permis quand même d'avancer. Et aussi de permettre au gouvernement d'asseoir une stratégie claire pour que les populations mauritaniennes, surtout féminines, comprennent qu'on puisse leur ôter quand même cette épine du pied. Parce qu'il faut savoir que 72%, je l'ai dit au démarrage de nos activités en 2010, des femmes mauritaniennes étaient excisées. Bon, donc il y avait une question qui se posait, pourquoi 100% ou pourquoi pas 0%? Il y avait un problème, donc il y avait des communautés qui la pratiquaient et d'autres qui ne la pratiquaient pas. Et des régions où la pratique était presque une rite religieuse. Est-ce que vous voyez? Et des régions où c'était pratiquement méconnu. Oui, justement, Madame Yakari, je vais vous prendre au mot là, parce que certains chiffres ont montré qu'il y a des zones de pic, au fait. Nous allons, par exemple, dans le Guitimara, on est à près de 91 à 92% d'excision par an, selon les chiffres. Quand on va dans le De Old, on est à 85% à peu près. Et quand on va vers la Saba, on est à 73%. Et voilà. Donc, il y a des zones de pic où cette pratique est fortement faite. Alors,
qu'est-ce qui explique cela, qu'il y a des zones de pic, il y a des zones, et il paraîtrait, selon les derniers rapports, que Nouakchott serait également en voie d'être une zone de pic. Comment on peut expliquer ça? Bon, il y a eu une cartographie des MGF en Mauritanie, c'est ce que je disais tantôt. Parce que le fait d'avoir une proportion de pourcentage comme ça, donc on a mené des études plus poussées pour savoir pourquoi on avait ce taux-là. Donc il y avait des régions, c'est cartographié. Donc les régions, les deux Hod, le Charri, le Karbi, il y a la Sava, il y a le Guidima, il y a le Tagan, il y a le Gourgol et le Brakna. Tout à fait. Donc on les appelle les 7 régions à haute prévalence de la pratique des MGF. Donc la stratégie a porté d'abord sur ces régions. Cela ne veut pas dire que dans les autres régions et la capitale, Nouakchott, il n'y a pas la pratique des MGF. Imam, alors, qu'est-ce que l'islam dit exactement? Parce que ce débat a fait couler trop d'encre. Certains disent oui, la religion le permet, d'autres disent non. L'imam, tranchez aujourd'hui. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Moi, je pense que, pour introduire, je vais dire qu'il a fallu une fatwa sur la question. Pourquoi une fatwa? Parce qu'effectivement, il y a une divergence ancienne. Il a fallu que les Égyptiens fassent une fatwa. Il a fallu que les Tunisiens fassent une fatwa, que les Marocains fassent une fatwa, que les Mauritaniens fassent une fatwa. Une fatwa, c'est sur demande. C'est-à-dire quand une question est posée et qu'il y a beaucoup d'avis dessus, eh bien, on demande, et c'est ce que les ONG ont fait, de demander aux leaders religieux, de demander aux savants, de leur faire une fatwa par rapport à la question de trancher. Alors, aujourd'hui, tout ce que Yagar disait, tout ce que le docteur disait, et vos questions, c'est le vrai problème, c'est que la plupart de nos populations considèrent ce qu'on appelle maintenant MGF, qu'on appelait excision. Aujourd'hui, certains considèrent que c'est une pratique islamique. C'est l'explication. Tout à fait. C'est-à-dire, la majorité des gens considèrent qu'ils sont en train de faire une pratique islamique. Alors, et il faut une comparaison entre l'excision et la circoncision, en faisant en cachette. Imam, est-ce qu'elle est religieuse? Alors, je vais vous dire, par rapport à cette question, si on observe toutes les fatwas qui ont été faites, les textes islamiques qui parlent de l'excision ou de ce qu'on appelle maintenant MGF, la majorité de ces textes ne sont pas authentiques. Ah ouais? Et c'est là où il y a problème. Donc moi, qui ne suis pas chercheur, je suis imam, j'ai lu dans le rite malikite que Mokroma, cette pratique, c'est une valeur. Que si c'est pas très méchant, qu'on coupe un petit morceau tout simplement, etc., que c'est une valeur, cet imam aura du mal à dire l'inverse de cela. Et je l'ai une fois dit dans une émission, j'ai dit qu'il nous faut, les médecins, à l'unanimité des médecins, qu'ils fassent un document pour dire cette pratique, elle est néfaste, elle n'a aucun aspect positif. Sur le plan purement sanitaire, lorsque on vous amène une personne excisée, quelle est la première chose que vous faites? Ça dépend de l'âge de la personne. Si c'est une fillette ou si c'est une jeune fille ou bien c'est une femme mariée ou c'est une femme qui a... Ça dépend. Est-ce que quand on est excisé petit, on a plus les risques d'être confronté à plus de dangers qu'une femme mature? Le plus grand danger, c'est justement l'excision lui-même, au moment de l'excision lui-même déjà. Lui-même déjà? Au moment, c'est là le plus grand danger. Quel que soit l'âge de la personne? Quel que soit l'âge. Et d'ailleurs, en général, ça se fait à bas âge. Il y a beaucoup qui le font à des bébés. Moi, j'en ai vu. Ah non? À des bébés. Si, 3 jours, 4 jours. Moi, j'en ai vu un. Moi, j'en ai vu un en 1990. J'étais médecin-chef de la polyclinique. On m'a amené un nouveau-né qui était âgé de 4 jours, qui a été excisé, qui saignotait. Donc, je l'ai envoyé à l'hôpital pour que les pédiatres le voient là-bas et pour faire quelque chose. Donc, pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Donc, ça dépend. Il y en a qui le font en très bas âge. Il y en a qui le font vers 7-8 ans. Ça dépend. Mais quel que soit le moment, c'est le moment critique. C'est le moment critique des incidents et des accidents, y compris l'hémorragie, et y compris même parfois des lésions de l'appareil urinaire. Parce que l'appareil urinaire chez la femme n'est pas très, très loin de là. Ah oui. L'urètre n'est pas très loin de là. L'urètre, le canal par lequel les urines s'écoulent vers l'extérieur, n'est pas très loin de là. C'est à côté.
Donc, chez les petites filles, parfois, il arrive qu'à un certain moment, si la cicatrice a été mal faite, vers l'âge de 5-6 ans, elle a des difficultés pour uriner, on l'amène voir un sage-femme, un gynécologue, on regarde, on voit que c'est des séquelles de l'excision parce qu'elle a des difficultés à uriner. Imam, au moins chaque vendredi, vous avez, alhamdoulilah, 500, 600, 1000 personnes qui sont derrière vous. Et nous savons que chaque Mauritanien a entendu parler une seule fois, ne serait-ce de l'excision. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous les dites c'est bon ou est-ce que vous les dites ne faites pas? Alhamdulillah, par rapport à ces questions, comme je vous l'ai dit, la sensibilité de ces questions pour les imams, c'est d'avoir un argument, et ça, c'est la société civile. Vous allez voir, si vous regardez la fatwa elle-même, j'ai été surpris parce que d'habitude, dans une fatwa, les savants insistent sur l'argumentaire religieux. Ils ne se déchargent pas sur les ONG. Quand vous regardez la fatwa, déclarant que compte tenu de ce qui précède, la pratique de l'excision dans sa forme habituelle dans notre pays est interdite et engage la responsabilité civile et pénale. Donc ça veut dire que les imams, Ils ont balayé là. Ils sont déchargés. Ils se sont déchargés. Donc c'est vous dire que pour ce genre de questions, les savants, s'ils s'engagent, les imams, s'ils s'engagent dans cela, c'est l'argumentaire, c'est-à-dire qu'on débatte de la question et qu'on tombe d'accord sur le fait que, voilà, sur la base de ce que les médecins ont dit, cette pratique, elle n'a aucune utilité, mais c'est dire qu'il y a des principes islamiques clairs que tout ce qui nuit à la personne est interdit. C'est-à-dire, si on dit cela aux gens, ceux qui pratiquent l'excision doivent prendre en considération, et selon la sensibilité de la question, comme a dit le docteur, donc les gens doivent se rendre compte que, voilà, cette pratique, il y a des gens qui la font, il y a des gens qui ne la font pas. Les savants eux-mêmes, quand on regarde les savants, les anciens, il y a un litige entre eux et la majorité d'entre eux considèrent que ce n'est pas une obligation. Donc déjà, ça marche. Si ce n'est pas une obligation, ça veut dire que si c'est utile, il faut faire. Si ce n'est pas utile, il faut lâcher. Alors madame, vu toutes ces difficultés-là, comment vous faites pour vous en sortir et surtout la sensibilisation, en termes de sensibilisation? Bon, nous en sortons bon gré, mal gré, parce que nous sommes partis de la réalité. Très bien. Des arguments avancés par nos populations pour pratiquer l'excision. Et on a travaillé sur la contre-argumentation, que ce soit religieuse, médicale ou culturelle, tout simplement. Il avait dit tantôt, les religieux, ça dépend de la sensibilité dans tout temps religieux. Il faut comprendre là, derrière ces mots-là, que le religieux aussi appartient à sa communauté. Vous voyez? Donc, quand une question ne le dérange pas trop, il préfère quand même faire ce qui plairait, en tout cas, à sa communauté pour garder quand même sa notoriété et ainsi de suite. Très bien. Donc, la pratique de l'excision, il est clair que c'est une pratique tout simplement culturelle, elle n'est pas religieuse. Elle a des conséquences graves sur la santé de la fille et de la femme future qu'elle est. Elle est aussi, c'est une violation des droits fondamentaux de la femme, parce qu'elle touche à sa santé et elle touche à sa vie. Elle a des conséquences jusqu'à l'amener à la mort. Donc, c'est important que nous ne ménageons aucun effort pour arriver à l'abandon des MGF, ne serait-ce que c'était une seule personne qui est restée quand même arc-boutée sur cette pratique-là. Il n'y a que la loi. Il n'y a que maintenant la loi, une loi claire et spécifique sur les MGF et de façon globale sur les violences basées sur le genre qui manquent en Mauritanie. Et il faut dire que ça, c'est une faiblesse quand même dans tout ce qu'on fait comme mobilisation communautaire. Moi, je dirais que les populations, dans la grande partie, ont compris et sont prêts à abandonner. Bon, mais quand même, il faut aller jusqu'au bout, avoir tout l'arsenal juridique pour incriminer la pratique de l'excision. Voilà donc qui est dit. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission et j'espère bien qu'elle a été belle. Hein. C'est bon. Hein? Alors, on était donc avec l'imam Abdoulaye Sarr, du docteur Amadou Racine et de madame Soumaré de l'ONG Action. Nous avons abordé la question de la problématique des mutilations génitales féminines en Mauritanie.